c'est vraiment chouette. On ne s'attendait pas à un tel succès de foule pour ce nouveau thème, même si on avait entendu par plusieurs personnes que le thème suscitait de l'intérêt bien au-delà du cercle habituel du SIEJ. Ce qui explique aussi évidemment le changement de local de dernière minute, voilà, parce que la salle du conseil n'aurait pas pu tous nous accueillir dans des conditions dignes. C'est évidemment une séance importante, celle-ci, puisque bon, c'est la première de l'année 2016, mais surtout c'est une séance un peu charnière. On a terminé le projet, on n'a jamais terminé, mais on a provisoirement clôturé le projet « Quelle formation et quelle recherche pour quel juriste et pour quel droit ?» qui s'est terminé, rappelez-vous, au mois de décembre dernier par la rédaction et l'approbation, la proclamation du manifeste pour la formation en droit qui a été distribué, que vous devriez tous avoir si ça vous intéresse. Et manifeste qui sera publié dans le prochain numéro de la RIEJ. J'en profite pour vous dire qu'un nouveau numéro est paru au mois de décembre passé. Je peux peut-être vous le faire passer, voilà, pour pouvoir regarder de quoi il retourne, ceux que ça intéresse. Il sera par ailleurs peut-être publié ailleurs, ce manifeste, il a déjà été pas mal diffusé. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. On est évidemment tous aussi à la recherche de réactions par rapport à ces prises de position qu'on a adoptées dans ce manifeste. Alors, là, donc charnière, je disais, parce que c'est la fin d'un thème, mais c'est surtout évidemment le début d'un nouveau qui s'intitule, vous le savez, le droit en transition, la science juridique dans une société de l'après-croissance. Et là encore, vous avez normalement tous reçu le programme qui vous a été distribué, le programme du premier semestre, du semestre actuel de 2016. Programme qui, pour premier volet du programme qui a pour objet ou objectif de faire un petit peu le tour des enseignements que l'on peut tirer sur la croissance économique, les hypothèses relatives à la fin de cette croissance ou au ralentissement de cette croissance. Et donc ce premier semestre sera assez dense, assez chargé. On s'en excuse, on sait que c'est pas nécessairement facile. On s'est dit aussi que plus on multipliait les séances, plus il y avait des chances que certaines d'entre elles rentreraient dans votre agenda. Donc c'est évidemment un peu à double tranchant. Mais par ailleurs, vous avez vu qu'on a changé un petit peu le format des réunions du séminaire. On les commence plus tôt, à 13h. Et en principe, on les termine plutôt à 14h30. Alors celle-ci déroge un peu à la règle pour des raisons que je vais expliquer dans une minute, mais en principe, le format sera plutôt un format d'une heure et demie, avec chaque fois un intervenant, ce qui est aussi une nouveauté, un discutant, je veux dire, ce qui est aussi une nouveauté pour le SIEJ. Alors, donc je vous rappelle simplement, donc ça c'est la première partie du programme. La deuxième partie du programme, ce sera le second semestre de 2016, dans lequel on va essayer de dresser un peu un panorama de tous les concepts, tous les outils, tous les principes, toutes les idées qui sont proposées pour penser l'au-delà de la croissance, pour penser la transition. Donc ça, ce sera dans un second temps, et ce programme-là n'est pas encore du tout finalisé. Il est en préparation, et il est préparé avec la plateforme transition de l'UCL. Et puis enfin, l'année prochaine, le thème va peut-être s'orienter dans un sens un peu plus juridique, puisque la question sera évidemment cette fois, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la problématique, qu'est-ce que les juristes, qu'est-ce que le droit peut apporter à cette question? Parce que le constat qu'on a fait avant de lancer ce séminaire, c'était de se dire, c'est un sujet brûlant évidemment, c'est un sujet qui agite pas mal d'intellectuels, mais les juristes sont complètement absents de ce débat, ou très peu présents en tout cas. Est-ce un hasard? Pourquoi? Est-ce que le droit n'a vraiment rien à dire sur la question? Il semblerait que non, parce que pas mal d'acteurs, en tout cas régulièrement, expliquent qu'ils sont confrontés à des problèmes juridiques, à des réglementations qui les empêchent de faire évoluer les choses. Et donc il nous semble que le droit et que le juriste a aussi des choses à dire là-dessus. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Donc le premier temps, cette année-ci, sera plutôt consacré à un débroussaillage général du sujet. Alors la séance d'aujourd'hui, justement, je disais, elle est un peu plus longue, un peu exceptionnelle, parce que son objet est double. Il y a un moment qui sera la première partie du texte qui sera présenté par François, un moment de mise à plat vraiment épistémologique sur l'identité même du séminaire, qui est un séminaire qui, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, a quasiment 40 ans d'existence aujourd'hui,
et qui s'est d'emblée présenté comme étant interdisciplinaire. Et donc, voilà, on revient sur cette question d'interdisciplinarité dans ce texte en proposant de dédramatiser cette interdisciplinarité, de redramatiser les conflits de paradigmes. Mais ce texte est aussi l'occasion, a aussi été un prétexte en réalité, pour lancer la réflexion vraiment sur le thème actuel, le thème de la place du droit dans une société de l'après-croissance. Et donc, en ce sens, il y aura une deuxième partie que je présenterai et qui traitera de cette question plus précisément. Et puis enfin, nous aurons la grande chance d'entendre Dominique Méda, qui nous a fait le grand plaisir de venir de Paris pour intervenir sur ce texte, pour livrer ses réactions. Dominique Méda, qui est professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, qui est à la fois philosophe et sociologue, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales et titulaire de la chaire Écologie, Travail, Emploi au Collège d'études mondiales, qui a beaucoup travaillé sur et qui travaille beaucoup sur la sociologie du travail, mais qui par ailleurs s'intéresse de très très près et a beaucoup publié déjà sur ces questions de la post-croissance. J'ai ici d'ailleurs son avant-dernier livre. J'ai vu qu'entre-temps il y en avait déjà un nouveau qui était sorti. Mais voilà, je le fais passer, je le fais circuler aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je propose tout de suite de donner la parole à François pour le début du texte. Voilà, merci Antoine. Donc il me revient de développer la première partie de notre texte qui est, je m'en excuse d'avance, un peu plus austère et théorique, qui est une sorte de détour épistémologique, mais que nous croyons nécessaire à la fois effectivement dans la dynamique d'un séminaire de recherche sur le droit qui se veut interdisciplinaire et qui doit à un moment donné s'offrir des pauses réflexives sur la nature même de la démarche que nous utilisons. Et puis aussi parce que si nous devons penser l'après-croissance, le shift, le tournant est d'une telle importance qu'il ne peut avoir des chances, du point de vue théorique, de s'amorcer que s'il est profondément ancré dans une réflexivité, dans une réflexion sur les fondements, et en ce qui nous concerne comme universitaires, sur les fondements des démarches que nous mettons en œuvre. Alors, effectivement, ça fait, Antoine l'a rappelé, depuis 1973 et 1978 que le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques et la revue du même nom s'interroge sur la pratique et plaide pour la pratique de l'interdisciplinarité, mais on avait rarement ou quasiment jamais pensé cette question en rapport avec celle des paradigmes. Et c'est bien à ce rapprochement que nous voulons nous livrer aujourd'hui. Dans un article récent, Antoine et moi, nous avions évoqué cette piste de recherche. Je me permets de nous citer, on disait ceci: qu'il nous soit permis de suggérer une piste susceptible de prolonger la réflexion et qui part de ce constat que les disciplines distinctes partagent souvent un même paradigme empirique, herméneutique, fonctionnaliste, utilitariste, behavioriste, analytique, partagent souvent un même paradigme. De ce point de vue, force est d'observer qu'il y a parfois plus de proximité entre deux disciplines distinctes partageant un même paradigme qu'entre deux écoles paradigmatiques opposées au sein de la même discipline. Et on continuait en disant, il reste à réfléchir comment ce constat, qui conduit à dédramatiser les conflits entre disciplines, tout en redramatisant les guerres de paradigmes, comment ce constat est susceptible d'influencer notre conception du droit en contexte. C'est donc bien à cette réflexion que je voudrais me livrer dans cette première partie, et je commence par rappeler, et ce sera bien utile, je pense, dans la discussion qui suivra, le sens ou plutôt l'essence que Kuhn prêtait à cette notion très très souvent utilisée de paradigme. Alors, on peut distinguer au minimum un sens sociologique et un sens cognitif sous la plume de Thomas Kuhn. Au sens sociologique, le paradigme est tout ce à quoi adhère une communauté scientifique, ayant bénéficié d'une même formation, participant au même colloque, abonné aux mêmes publications, bref, partageant une même culture scientifique. Ces chercheurs, donc, qui forment une forme de communauté épistémique, comme dirait aujourd'hui Peter Haas, ces chercheurs mènent des recherches
hautement convergente, caractérisée par un solide consensus. Donc, une communauté scientifique se soude ainsi par un ensemble de dispositions acquises, d'intuitions collectives, de connaissances tacites, qui déterminent son savoir-faire et débordent de loin les règles explicites qui prétendent diriger la pratique effective des membres de ce groupe. Ça, c'est le sens sociologique. Alors, le sens cognitif comprend lui-même une acception étroite et une acception large. Au sens étroit, le paradigme est un exemple commun particulièrement suggestif. Il s'agit, dit-il, de solutions d'énigmes concrètes qui, employées comme modèle ou exemple, peuvent remplacer les règles explicites en tant que base de solution pour les problèmes qui subsistent dans le cours de la science normale. Donc, sens étroit, c'est l'exemple. Au sens large, qui nous intéresse particulièrement, et je dis tout de suite que c'est celui-là que nous retenons dans la suite, au sens large, le paradigme est défini comme matrice disciplinaire, comprenant, outre les exemples communs que je viens d'évoquer, comprenant des généralisations symboliques, c'est-à-dire les définitions fondamentales de la discipline, ses formules et ses lois de base. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, des croyances et visions du monde, ce que Kuhn appelle la partie métaphysique des paradigmes. Et c'est intéressant, ça nous montre tout de suite que la pratique des sciences est basée aussi, dans ses fondements, sur une base métaphysique. Donc cette partie métaphysique qui engendre, dit Kuhn, des modèles heuristiques qui se traduisent par des métaphores et des analogies. Et enfin, dernier élément, dernière composante de la matrice disciplinaire, des valeurs. Ça va nous intéresser aussi. On souhaite par exemple que les prédictions soient vraies ou que les théories soient cohérentes ou encore que les résultats présentent une utilité sociale. Alors, comme exemple de paradigme au sens large, on peut, en sciences humaines et sociales, évoquer quelques couples de paradigmes opposés dont les controverses ne cessent d'agiter ces disciplines. Par exemple, le paradigme empirico-analytique versus le paradigme herméneutique, ou encore le paradigme fonctionnaliste versus un paradigme conflictualiste, ou encore un paradigme marqué par l'individualisme méthodologique, qui entend expliquer les phénomènes sociaux par des comportements individuels, comme chez Hayek, versus une conception holiste de l'explication, par référence aux forces collectives, aux structures profondes qui déterminent l'histoire et les sociétés, comme chez Durkheim ou Lévi-Strauss, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on peut entendre par paradigme. Alors, du côté discipline, la discipline se caractérise par l'objet qu'elle se donne, la communauté des chercheurs qui la pratiquent. De ces disciplines, des gens comme Edgar Morin ou Michel Foucault ont souligné qu'elles tendaient naturellement à l'autonomie par la délimitation de leurs frontières, du langage qu'elles se constituent, des techniques qu'elles élaborent, des théories qui leur sont propres. Alors, il ressort immédiatement que les paradigmes, au sens large que nous avons retenu, sont tantôt plus grands, tantôt plus petits que les disciplines, selon le sens que l'on privilégie. Donc, comme je l'ai dit, nous retiendrons plutôt ici, dans cette étude le sens cognitif large. Un sens qui déborde alors de toute évidence les différentes disciplines, même s'il est très fréquent qu'un paradigme s'exprime de façon privilégiée dans le vocabulaire et les méthodes de telle ou telle discipline au sein de laquelle il a obtenu ses succès les plus remarquables. Ainsi, par exemple, on connaît l'affinité particulière du structuralisme et de la linguistique, ou encore de l'individualisme méthodologique et de l'économie, ou encore de l'herméneutique et de l'analyse littéraire. Voilà, ça c'était une première mise en place terminologique que nous voulions faire. Nous en venons maintenant à nos hypothèses de travail, formulées volontairement de façon assez schématique et reproduites dans un des documents que vous avez reçus, le tout pour faciliter la discussion de tout à l'heure. Première hypothèse. Nous pensons que toutes les disciplines, y compris dans les sciences naturelles, procèdent de l'aspect, à l'origine historique, dans leur genèse, procèdent de la spéculation philosophique. Il n'est finalement pas si éloigné le temps où Descartes pouvait encore rédiger des traités d'optique et où Hobbes, son contemporain,
pouvaient se livrer à des démonstrations mathématiques. Chacune des disciplines que nous connaissons aujourd'hui résulte alors d'un processus d'affranchissement à l'égard de cette philosophie matricielle et d'un mouvement de spécialisation au regard de ces considérations générales. L'hypothèse est que, sauf exception, ce geste d'affranchissement se paye le plus souvent aujourd'hui d'une sorte de déni à l'égard de la matrice philosophique d'origine. On ne veut plus rien en savoir. Deuxième hypothèse, concernant la filiation et le cousinage des disciplines. Si l'on se souvient des composantes les plus originales du paradigme selon Kuhn, c'est-à-dire ces composantes ontologiques et aussi les valeurs, si cela est vrai, alors on peut faire l'hypothèse que les paradigmes sont, au sein des sciences, même les plus formalisées et les mieux établies, sont comme la mémoire de la matrice philosophique dont elles procèdent. Opérant comme symptômes et retour du refoulé, ces traces paradigmatiques qui déterminent les choix de base de la discipline, sa grammaire sous-jacente, la sélection des problèmes qu'elle entend traiter, les résultats qu'elle entend obtenir, eh bien tout cela dévoile quelque chose de ce qui, aux yeux de beaucoup de scientifiques, constitue l'embarrassant tribut à payer à l'égard des orientations métaphysiques refoulées dont je parlais il y a un instant, orientations métaphysiques mal assumées et des choix axiologiques qui restent souvent impensés. Cette hypothèse se double d'un corollaire. Et s'il est vrai en effet que les paradigmes rattachent les disciplines selon un axe vertical à une filiation philosophique, alors il s'en déduit également que le paradigme révèle aussi, mais cette fois sur un axe horizontal, le cousinage ou même la fratrie que cette discipline entretient avec d'autres disciplines bénéficiant de la même origine, de la même filiation. Et faisant un pas de plus, anticipant sur la suite, on peut alors noter que l'échange interdisciplinaire qui entretient ces relations de cousinage, voire ces rapports de fratrie entre disciplines apparentées, donc l'échange interdisciplinaire, se réalise alors précisément sous les auspices de ces paradigmes et à l'aide de leurs ressources. Opérant retour du refoulé, comme on a parfois écrit, ou subversion des frontières, l'interdisciplinarité pourrait bien alors, loin d'être une aliénation et une perte de soi-même, pourrait bien opérer comme une sorte d'anamnèse et une redécouverte de soi par chaque discipline qui redeviendrait ainsi consciente de ses racines et qui se nourrirait du commerce avec d'autres rameaux poussés dans le même terreau. J'en viens à l'hypothèse numéro 3 relative à la domination qui peut se découvrir dans le champ des disciplines et les sécessions qui peuvent s'en dégager. Des observations précédentes, il résulte qu'un même paradigme, toujours au sens cognitif large qu'on a retenu ici, un même paradigme traverse nécessairement plusieurs disciplines. Avec le corollaire qu'en raison du fait que la matrice philosophique est elle-même, dès l'origine, parcourue de courants divers, il s'observe alors qu'une même discipline est, dans la majorité des cas, partagée entre paradigmes distincts, voire opposés. D'où ce constat que chacun de nous, dans ses recherches, peut faire tous les jours. Lorsque deux disciplines distinctes communient dans un même paradigme, leur cohabitation est aisée et même bienvenue. On se comprend alors par-delà les frontières techniques, et bien qu'on ne procède pas selon les mêmes méthodes, on s'estime réciproquement et on reconnaît volontiers qu'on se complète. Mais à l'inverse, lorsqu'au sein d'une même discipline se confrontent les représentants de deux écoles paradigmatiques différentes, voilà que les rapports se tentent, on feint de ne plus se comprendre, on multiplie les stratégies de dénigrement et au terme de cette compétition, on finit par s'exclure mutuellement. Qu'il suffise d'évoquer à cet égard les anathèmes mutuels que s'adressaient jusqu'il y a peu, et peut-être encore aujourd'hui, au sein des facultés de psychologie par exemple, les tenants aujourd'hui totalement dominants de l'approche cognitivo-comportementaliste d'un côté et les psychologues freudiens de l'autre. Je parle sous le contrôle de Mauricio. Et nous savons qu'à Saint-Louis, nos murs ont retenti il y a quelques années des échos de ce genre de querelle.
Cette troisième hypothèse et son corollaire suppose, au plan épistémologique fondamental, qu'on renonce une fois pour toutes à l'idée qu'il existerait quelque part un réel donné a priori, qui s'offrirait stable et univoque au découpage et au traitement de sciences, de disciplines, qui seraient elles aussi données a priori univoques, le tout en vue de produire une représentation adéquate, transparente, nécessaire de ce réel. Dans la foulée, il faut également faire son deuil de l'idée que ces différentes sciences, chacune découpant sa part de réel, se compléteraient harmonieusement et viendraient paisiblement se ranger les unes à côté des autres comme des ouvrages sur les rayons d'une bibliothèque. Au rebours de ces illusions rassurantes, il faut se persuader de ce que le réel n'existe pas, sinon sous la forme de conjectures risquées et controversées, de reconstructions partielles, instables, conflictuelles. Loin de toujours se compléter, ces reconstructions rentrent souvent en compétition, à telle enseigne que les conflits d'interprétation traversent jusqu'aux disciplines elles-mêmes. Si cela est vrai, alors il ne faut jamais identifier une discipline avec les objets qu'elle se donne, les identifier à un seul paradigme. Mais il est vrai également que les conflits de paradigmes au sein d'une même discipline se traduisent souvent par des rapports de force très dissymétriques, de sorte que des phénomènes de domination, d'hégémonie durable s'y constatent souvent. Ainsi en va-t-il par exemple du positivisme au sein de la science juridique ou encore de l'approche analytique dans les facultés anglo-américaines de philosophie. Et la conséquence de cela, c'est qu'il n'est pas rare d'observer dans des situations de ce genre où une discipline finit par s'identifier majoritairement à un paradigme unique et entend se réserver l'exclusivité du traitement de son objet, il n'est pas rare alors d'observer des phénomènes de sécession. Les minoritaires qui deviennent des dissidents n'ont pas vraiment d'autre choix que de fonder à leur tour une nouvelle discipline au prix d'une sécession opérée sous la bannière d'un paradigme rival. Et ça m'amène à ma quatrième hypothèse qui va traiter des coalitions qui s'opèrent entre disciplines variées et au sein d'un même paradigme. Je reviens à ce moment constitutif où une discipline proclame son indépendance et sa souveraineté sur des terres qu'occupait jusque-là telle ou telle doctrine philosophique ou telle autre discipline jugée trop proche encore de cette origine. Il est fréquent alors qu'en ces circonstances, la discipline nouvelle cherche à assurer son autonomie en coupant violemment le cordon ombilical qui la reliait à ses spéculations. On prend un exemple d'un phénomène de ce genre, c'était par exemple le geste de rupture et de dénégation qui a marqué l'acte de naissance de la Société de linguistique de Paris, dont l'article 2 des statuts, qui date de 1866, disposait ceci. La Société n'admet aucune communication concernant soit l'origine du langage, soit la création d'une langue universelle. Un tel tabou ne pouvant s'expliquer à l'époque que par une détermination farouche de s'en tenir à l'empirique et par la peur panique d'un retour en force du mirage millénaire et métaphysique de la langue parfaite des origines. Et pour les juristes parmi nous, nous savons évidemment combien le positivisme juridique de Kelsen, qui est dominant, est marqué par ce rejet de ce qu'il appelait le syncrétisme des méthodes, tel qu'il l'exprime dans sa fameuse reine Rechtslehre, théorie pure du droit qui s'attache véritablement à purifier son objet de toute espèce de contamination normative, enfin d'une normativité qui ne serait pas juridique ou sociologique. Il appert néanmoins qu'aussi insulaire et souveraine que se veuille une discipline, elle ne peut raisonnablement nier qu'au moins en marge et à côté de ces constructions se développent d'autres disciplines qui sont nécessaires également à l'élaboration du réel sous d'autres aspects. Impossible en effet, sous peine d'une espèce d'autisme scientifique, impossible en effet de prétendre que son objet, l'objet que l'on privilégie, concentre en lui-même le réel tout entier. Dans ces conditions, et voici notre quatrième hypothèse, il apparaît qu'à mieux y regarder, le rejet proclamé du syncrétisme des méthodes
ne porte jamais sur des disciplines entières, mais seulement sur certains paradigmes en leur sein. Et alors ce qu'on voit, c'est que toute discipline, lorsqu'elle cherche à se fonder, lorsqu'elle cherche à justifier ses postulats de base, ses définitions primordiales, ou lorsqu'elle entre en crise, ou lorsqu'elle cherche à monter en généralité. Donc toute discipline, je dirais, en amont et en aval de ces recherches techniques, eh bien, va chercher en quelque sorte des alliés et former des coalitions avec d'autres disciplines partageant le même paradigme. Je ne veux pas allonger mon intervention ici, mais on peut le montrer même à propos de la théorie pure du droit de Kelsen lorsqu'on se trouve dans des situations de ce genre. J'en viens à mon hypothèse numéro 5 et ici nous voudrions réfléchir au rapport entre discipline et interdisciplinarité. Vous avez compris que les développements précédents conduisaient à une réévaluation positive de l'interdisciplinarité comme condition de fécondité de la recherche. Nous avons mis en œuvre 2 lignes argumentatives. Sur le plan constatif, on fait valoir que les disciplines, même les plus jalouses de leur autonomie, ne pouvaient s'empêcher, en cas de besoin, de mobiliser des coalitions avec d'autres qui partagent le même paradigme. Et sur le plan normatif, on a tenté de montrer que la réappropriation de cet héritage paradigmatique, donc la remontée au fondement philosophique et l'exploitation des cousinages avec d'autres disciplines voisines, était un gage pour assurer une plus grande fécondité, une plus grande créativité, inventivité du réel. Est-ce à dire pour autant que nous dévaloriserions la discipline, cette fois-ci, au sens de cohérence des méthodes? Non. Il faut savoir jouer sur les 2 tableaux. Et là, on pourrait se référer à un autre ouvrage de Thomas Kuhn intitulé « La tension essentielle », dans sa traduction française, et qui est en réalité la tension essentielle entre tradition et innovation, entre clôture disciplinaire et ouverture interdisciplinaire. Donc la thèse que défend Kuhn dans cet autre ouvrage, thèse que nous partageons tout à fait, est que le progrès, la fécondité d'une discipline résulte d'une dialectique constante entre, d'une part, l'application résolue, constante, des consignes imposées par le paradigme choisi, d'une part, et d'autre part, ouverture, réceptivité aux anomalies, ouverture à d'autres cadres de pensée qu'appelle la résolution de ces anomalies. Et Kuhn traduisait ce mot d'ordre par le portrait qu'il dressait du bon scientifique, selon lui, qui devait à la fois, disait-il, être un traditionnaliste et un iconoclaste. Ou encore Edgar Morin, qui avait écrit qu'on ne peut pas briser toute clôture, il faut qu'une discipline soit à la fois ouverte et fermée. Ça m'amène à ma dernière hypothèse. Il résulte de ces considérations que les débats sur l'interdisciplinarité peuvent être largement dédramatisés dès lors qu'au sein d'un même paradigme, les coalitions entre disciplines sont fréquentes, ou que, à l'inverse, les rejets que s'opposent souvent les disciplines ne s'adressent en réalité qu'aux courants d'entre elles qui relèvent de paradigmes différents. En revanche, il résulte également de ces analyses précédentes que les confrontations entre paradigmes rivaux prennent une acuité accrue dès lors qu'elles remontent à des différents ontologiques fondamentaux ou à des orientations axiologiques opposées. Alors évidemment, on pourrait poser une question du second degré, qui est celle de savoir s'il ne s'agit pas de mener une interparadigmaticité, si le terme existait. Alors là, on connaît aussi la thèse de l'incommensurabilité des paradigmes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit, je ne crois pas que ce soit un idéal d'opérer une synthèse ou une conciliation entre paradigmes, puisqu'on est là sur des positions ontologiques et axiologiques assumées et différentes. Est-ce à dire pour autant que les paradigmes ne peuvent pas s'entendre, au moins se comprendre? Je ne crois pas. Et Kuhn lui-même, il est revenu sur ces questions
au-delà de sa première thèse d'incommensurabilité des paradigmes, il a reconnu dans des éditions ultérieures que grâce à la pratique traductive, il devait être possible, sans renoncer à être soi-même, au moins de traduire ce que l'autre paradigme veut dire et d'entrer dans une discussion qui sera très souvent une discussion critique, mais d'entrer quand même dans une discussion sensée avec celui-ci. Je laisse cette question et je prends encore la parole 1 minute pour simplement en profiter pour dégager quelques pistes de travail qui seraient possibles de suivre et d'approfondir dans le cadre des hypothèses très sommaires que nous venons de brosser. Il y a là un programme de travail intéressant. On pourrait par exemple systématiquement chercher à identifier les paradigmes principaux qui sont sous-jacents à telle ou telle de nos disciplines, à tel ou tel moment de son histoire. Et à l'inverse, il peut être intéressant aussi pour chaque paradigme principal d'identifier les disciplines qu'il privilégie. Autre piste possible, il pourrait être utile dans l'étude de n'importe quelle question de ne pas se contenter de la traiter verticalement selon une logique disciplinaire unique, mais de croiser horizontalement les collaborations et les conflits entre blocs disciplinaires relatifs à ces questions. Il pourrait être également bienvenu de se livrer à une cartographie sur le plan synchronique ou à une histoire sur le plan diachronique des phénomènes de dominance qui s'exercent au sein d'une discipline à partir d'autres courants disciplinaires. Donc prendre note des influences, des modes, des contaminations, des subversions, des assimilations qui s'opèrent entre elles. Et enfin, et ça fait écho au thème de recherche du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques qui s'est clôturé en décembre dernier et qui réfléchit sur la formation des juristes, eh bien, au plan de l'enseignement universitaire et du découpage des facultés et des matières, on pourrait alors peut-être arriver à la conclusion que certaines disciplines pourraient éclater. Je pense à la psychologie que j'ai déjà citée, tellement la faille est profonde en son sein entre un courant cognitivo-comportementaliste et les courants systémistes ou psychanalytiques. Donc, certaines disciplines gagneraient peut-être à se clarifier en se scindant, tandis qu'à l'inverse, de nouveaux champs disciplinaires pourraient se dessiner dans l'orbite d'un paradigme commun. Et cette dernière observation me livre la transition avec la suite qui va être développée par Antoine. Peut-être que cette réflexion sur l'après-croissance mériterait d'être réfléchi très directement dans une sorte de discipline nouvelle, communiant dans ce qui est peut-être, on le verra, un paradigme nouveau. Cher Antoine, je te cède la parole en espérant ne pas avoir été trop long. Non, merci François. Voilà, donc comme l'a annoncé François, comme je l'avais annoncé, on va maintenant essayer d'étayer, d'illustrer ces 6 hypothèses à partir du nouveau thème du séminaire et à travers la question de la crise de ce qu'on appelle, alors à tort ou à raison, on pourra en discuter, mais le paradigme croissantien. Alors le paradigme croissantien, on a convenu de le définir comme postulant comme possible et désirable l'accroissement infini de la quantité de bien-être matériel au sein d'une société donnée. Autrement dit, ce paradigme présente comme possible et désirable l'augmentation continue de la consommation et de la production dans une société donnée, c'est-à-dire la croissance illimitée du produit intérieur brut de cette société. Alors, ce paradigme croissantien plonge ses racines très clairement dans les écrits fondateurs de la science économique et, avant tout, dans La richesse des nations, ce texte fondateur d'Adam Smith, dans lequel ce dernier développe une théorie évolutionniste des sociétés, voyant celle-ci passer naturellement du stade des chasseurs au stade commercial, en transitant successivement par les stades pastoral et agricole. Évolution présentée comme positive, dès lors qu'elle s'accompagne d'un accroissement du bien-être, d'un éloignement de l'état originel des sociétés humaines que Smith présente comme étant fait de précarité, de rareté et d'extrême indigence. Il la présente non seulement comme positive, mais comme naturelle, cette évolution, dans la mesure où elle résulte en quelque sorte, du libre jeu de la nature humaine, cet homme dont la préoccupation première est pour lui-même, c'est le thème du self-love, beaucoup développé par Smith dans ses écrits. Alors, cette évolution qualitative des sociétés, pour Smith, se traduit nécessairement par un développement quantitatif. C'est évidemment ce qui nous intéresse ici.
De sorte que Smith observe par exemple que c'est dans ce qu'il appelle l'état progressif de la société, c'est-à-dire dans des périodes de croissance économique, que véritablement, dit-il, la condition de l'ouvrier pauvre, celle de la grande masse du peuple, est plus heureuse et plus douce. Elle est plus dure, en revanche, dans l'état stationnaire, croissance neutre, de croissance zéro, elle est, dit-il, misérable dans l'état de déclin. Donc on voit, la richesse des nations plante les germes du paradigme croissantiel dans le berceau de la science économique, qui naît vraiment avec ces textes, mais n'en offre pas pour autant, et c'est ça qui est intéressant, un plaidoyer inconditionnel. Dans les écrits de Smith, en effet, apparaît cette idée que la croissance et l'accumulation infinie de richesses ne sont ni souhaitables ni possibles. Il ne faut pas oublier que Smith est peut-être le père de la science économique moderne, mais qu'il est aussi et d'abord moraliste, philosophe, théologien, et qu'il a écrit à côté de la richesse des nations, il a écrit d'autres textes tels que la théorie des sentiments moraux, dans lequel il voit comme une malédiction dans ce désir d'accumulation infinie qui dévore les hommes, une tromperie de la nature, dit-il, pour garder l'homme industrieux et pour accomplir grâce à l'homme ses propres desseins, les desseins de la nature elle-même. Et donc Smith, dans ce texte-là, appelle à la tempérance dans le travail et dans la consommation, ces deux mamelles de la croissance. Il loue l'homme prudent, capable de constance dans son labeur, mais aussi de maîtrise de lui et de frugalité dans ses appétits. Donc Smith n'estime pas la croissance infinie comme étant souhaitable, il ne croit pas non plus à la possibilité d'une croissance infinie. Il estime qu'à un horizon de 250 ans, grosso modo, cette croissance laissera la place à un état stationnaire lorsque la société, dit-il, est parvenue à la mesure complète de richesse dont elle est susceptible. Cette perspective de la fin de la croissance est évoquée par d'autres économistes classiques, tels que Ricardo ou Mill, et des gens comme Mill, un penseur comme Mill, se montrent plutôt optimistes. Il voit cet état stationnaire comme un heureux aboutissement, l'heureux aboutissement de la marche de la société, où enfin, passant du purgatoire de l'époque de la croissance au paradis, les hommes auraient appris à réfréner leurs appétits matériels, où les richesses seraient équitablement distribuées, et où un temps de travail réduit permettrait aux hommes de, je cite, « cultiver librement les grâces de la vie ». Cet optimisme est partagé par Keynes, l'autre, le grand économiste, à un siècle d'écart, mais je n'ai pas le temps ici de m'y attarder. Ce qui est intéressant quand on prend tous ces classiques, bon, je mets Keynes un peu de côté, c'est que dans leur formation, et dans leurs écrits plutôt, ces auteurs ne coupent pas les ponts avec la matrice philosophique, loin de là. Ils sont tous, Smith, Mill, Turgot, des philosophes. Malthus, autre grand économiste classique, exercent des fonctions de pasteur et de professeur d'histoire. Et leurs travaux d'économie s'appuient, le plus souvent explicitement, sur une certaine conception de l'homme, une anthropologie pessimiste pour la plupart, une certaine conception de l'histoire, une vision téléologique, et une philosophie morale, utilitariste pour Mill, plus proche du stoïcisme pour Smith. Mill qui considère du reste que l'économie politique n'est qu'une branche de la philosophie sociale, ce qui est un point de vue tout à fait classique à l'époque. Tout va changer évidemment avec l'autonomisation de la science économique, qui ne va pas tarder à s'ériger en champ du savoir autonome, obéissant à ses propres règles et doté de sa propre méthodologie. Et notre hypothèse ici, c'est que cette mutation de la science économique, entendue au double sens d'autonomisation et de formalisation de cette discipline, n'est pas sans lien avec l'avènement en son sein du paradigme croissantiel. Cette science économique naît de ce mouvement d'émancipation, pour le moins paradoxal, qui voit l'économie se détourner de la philosophie, mais au moment même où elle s'en détourne, puiser dans cette philosophie le totem qu'elle va emporter avec elle, la figure de l'homo economicus, rationnel et égoïste, perpétuellement en quête de la maximisation de son bien-être matériel. Étrange affranchissement, à vrai dire, que celui-là, qui fonde toute une discipline sur une interrogation centrale de la philosophie et qui la résout un peu vite en se liant vraiment les mains à une conception anthropologique caricaturale que même Smith aurait répudiée. Et assez logiquement, au même moment, disparaît la question de la fin de la croissance. Cette question n'est plus posée. Alors certes, elle revient, donc au XIXe siècle, elle est tout à fait absente des débats, elle revient au début du XXe siècle, c'est cette hypothèse, mais elle est à l'époque, il faut bien l'avouer, démentie tout à fait par l'observation empirique.
La croissance économique est forte, et ces thèses, évidemment, ne font pas le poids. De sorte que, et c'est tout à fait intéressant, il y a une ruse là de la science économique qui fait que dans les années 80, les modèles vont s'adapter. Et vont se développer des théories dites de la croissance endogène qui vont formaliser, qui vont expliquer, à l'aide de modèles mathématiques, comment la croissance peut engendrer la croissance, en intégrant la variable du progrès technologique, et nourrir de ce fait une croissance infinie. De sorte que l'hypothèse de la fin de la croissance n'est plus à l'ordre du jour pour la plupart des économistes, en tout cas pour les économistes dits orthodoxes. C'est par ailleurs de la croissance que l'on attend la progressive émergence des pays du tiers-monde, dont la pauvreté est perçue comme le résultat d'un simple retard sur les économies avancées. C'est ainsi qu'à mesure que l'économie se ferme sur elle-même, qu'elle se constitue en tant que science, semble apparaître son paradigme dominant, la croissance économique. Et la domination de ce paradigme est d'autant plus impressionnante qu'elle passe totalement inaperçue. Les écoles et les théories économiques fleurissent, se combattent parfois vigoureusement, pensez au marxisme, sur des points jugés fondamentaux, mais leur bataille se livre sur le terrain d'un double postulat. Premièrement, qu'il est possible d'assurer une croissance économique virtuellement infinie grâce au progrès technique, et deuxièmement, que cette croissance est source de bien-être pour la société. Donc le paradigme croissantiel est devenu un point central, mais aussi un point aveugle de cette économie politique, qui fait dire, ou qui fait voir à ses détracteurs une métaphysique du progrès, nous dit Christian Hansperger, qui viendra parler dans ce séminaire. Une religion, nous dit Jacques Généreux, voire une mystique, nous dit Dominique Méda, qui va parler tout à l'heure, mystique de la croissance impliquant une certaine dose de foi. Donc ce phénomène n'a pu, nous semble-t-il, se développer et coloniser l'imaginaire économique qu'en raison de l'état d'assèchement de ce dernier, mais attention, un assèchement délibéré, qui résulte de la décision de se couper des sources de la philosophie et des autres sciences humaines et sociales. De sorte qu'aujourd'hui encore, les fruits de cette science économique orthodoxe continuent de pousser avec vigueur sur la même branche de l'arbre philosophique, mais à l'horizontale, si l'on peut dire, sans chercher à s'élever avec lui. Alors attention, ce paradigme croissantiel n'existe et ne se développe pas seulement dans la science économique. Il a colonisé, en tout cas en partie, la sphère juridique, grâce au courant, ou par l'intermédiaire du courant Law and Economics, donc l'analyse économique du droit. Je ne vais pas m'y attarder ici parce que je pense qu'on n'en a pas le temps, mais cette analyse économique du droit est fondée sur la figure de l'homme rationnel et égoïste. Elle a pour programme notamment d'orienter le contenu et l'interprétation des règles juridiques dans un sens qui promeut la maximisation de la richesse, et elle étudie de près la façon dont les règles de droit peuvent contribuer à la croissance économique. Colonisation évidemment aussi de l'espace politique. Je pense que là, il ne faut pas en faire un long discours. Et il paraît assez évident qu'aujourd'hui, la croissance économique est à la fois l'alpha et l'oméga des politiques publiques, condition de nécessité et objectif de ces mêmes politiques. Enfin, les sciences de la nature sont elles aussi impactées par ce paradigme croissantiel. Pensons à l'agronomie, par exemple, dont l'objectif premier demeure, même en Europe, l'accroissement de la productivité agricole. Pensons aussi aux sciences médicales, qui semblent avoir pour principale réponse aux problèmes de santé publique une consommation croissante de médicaments et le développement de techniques thérapeutiques de plus en plus coûteuses. Ainsi, la dissémination de ce paradigme croissantiel dans tous les champs du savoir, et, faut-il le dire, dans l'imaginaire collectif, que nous partageons tous évidemment, a pour effet de penser, et je cite ici Christine Maroubi, de penser le progrès, dit-elle, sur le mode de la croissance. Assimilation entre amélioration et augmentation, écrit-elle, entre le mieux et le plus, qui, dit-elle toujours, faut-il le rappeler, aurait semblé, sinon impensable, du moins profondément erroné sur le plan de la logique, voire moralement scandaleuse, pour toute la pensée de l'âge classique, aussi loin qu'on veuille la faire remonter, comme d'ailleurs pour la sagesse immémoriale de tous les peuples de la Terre. Alors pourquoi cette force d'attraction du paradigme croissantiel? Peut-être, cette force d'attraction est-elle liée en partie à son caractère profondément interdisciplinaire. Comme le dit Gilles Ravaud, la force du raisonnement marchand tient à sa capacité à fournir à la fois une philosophie générale, le libéralisme, et un outil d'analyse tout-terrain applicable à tout problème économique et social. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que la contestation, j'en arrive maintenant à la contestation, du paradigme croissantiel ait dû porter le fer aux différentes strates philosophiques, anthropologiques, économiques, où s'enracine
le paradigme croissantiel. Une résistance interdisciplinaire donc, fondée sur une autre conception de l'homme et de la nature, qui mène la bataille sur deux fronts différents. Alors quels sont ces deux fronts? Premièrement, il s'agit de montrer que la croissance touche à sa fin. Pour soutenir cette première thèse, ces dissidents s'appuient sur des éléments d'analyse empirique et théorique. Sur le plan empirique, sont mobilisées des études historiques, économiques et environnementales, qui montrent que les épisodes de forte croissance sont des accidents dans l'histoire des sociétés, qui montrent que sur le plan environnemental, sur le plan des ressources énergétiques, il est impensable de continuer de penser une croissance infinie. Et à côté de ces éléments empiriques, ces dissidents s'appuient aussi sur le plan théorique sur d'autres recherches menées dans la science économique qui démontrent, modèle à l'appui, avec des modèles de science économique, qu'une croissance quantitative infinie dans un univers fini n'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que cette science économique elle-même peut s'appuyer, et vous voyez l'interdisciplinarité, sur les enseignements de la physique. Elle s'appuie sur le principe de conservation de la matière, sur la deuxième loi de la thermodynamique, la loi dite de l'entropie, qui elle-même formalise ou pose ou constate que nécessairement dans un système, l'énergie va tendre à disparaître au fur et à mesure. Le coût de toute entreprise économique est toujours plus grand que le produit. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, plus normative, consiste à dire que la poursuite de la croissance que nous connaissons aujourd'hui est néfaste. Pas seulement impossible, qu'elle est néfaste, tant pour l'homme que pour l'environnement. Là encore, cette thèse est étayée par des éléments empiriques et des travaux plus théoriques. Les éléments empiriques, évidemment, sont toutes les études qui montrent l'impact de la croissance industrielle sur la détérioration de l'environnement. Mais ce sont aussi les données statistiques qui étayent le fameux paradoxe d'Easterlin, qui veut que passer une certaine quantité de PIB, de points de PIB par habitant, l'augmentation du PIB ne serait plus corrélée à la satisfaction de la vie. Donc, à un moment donné, gagner plus ne rend pas nécessairement plus heureux. Toujours sur le plan empirique, on connaît le rapport du Club de Rome de 1972, qui a été mis à jour en 2004 et qui, à l'aide de modèles informatiques, qui conjuguent des données économiques, démographiques, environnementales, pour dégager les évolutions possibles, qui dégagent des évolutions un peu inquiétantes et qui, de ce fait, plaident pour un abandon de la croissance matérielle comme seule boussole du bien-être sociétal. Ça, c'est ce sont les arguments, disons, empiriques. Sur le plan théorique, les dissidents trouvent ici des alliés dans quasiment toutes les sciences sociales. La philosophie, l'histoire, la psychanalyse, l'anthropologie, la sociologie. Dans le champ des philosophes, ce sont les auteurs tant modernes qu'anciens qui sont convoqués. Les modernes, ce sont les grands critiques de la société de consommation, Arendt, Castoriadis, Baudrillard. Les grands critiques de la société de la technique aussi, tels que Heidegger ou Anders. Et évidemment aussi le grand philosophe de l'écologie qui est Hans Jonas. Du côté des anciens, on réhabilite ou on recite Diogène, Épicure, mais aussi Lao Tzu et toute la tradition bouddhiste. La psychanalyse, je disais, est elle aussi convoquée par certains auteurs pour décortiquer ce désir d'accumulation infinie, considéré comme le produit de la pulsion de mort à l'œuvre dans chaque homme, d'autres y voyant l'expression de l'angoisse de l'homme face à sa double finitude, face à la mort d'une part, face à l'altérité d'autre part. Beaucoup se référant encore aux études montrant le caractère comparatif du bonheur, induisant une course à l'accumulation qui est en réalité une course avec son voisin. C'est la fameuse idée que si mes voisins, les Jones, ont une deuxième voiture, je dois aussi avoir une deuxième voiture, s'ils partent au sport d'hiver, je dois partir au sport d'hiver, etc., etc. Cette critique anticroissentielle s'appuie aussi sur des travaux anthropologiques, les travaux notamment de Marshall Salins, qui démentent les théories d'Adam Smith, en montrant que les sociétés dites de subsistance étaient en réalité des sociétés d'abondance, qui laissaient au loisir et au repos plus de place que nos sociétés fondées sur le principe de rareté. Du côté de la sociologie, enfin, ce sont des auteurs tels que Durkheim, Lipovetsky, Shore, Boltanski, Schiapello qui sont cités pour le crédit qu'ils apportent à l'hypothèse du mal-être engendré par la course éperdue vers l'accumulation matérielle. Et puis il y a les inclassables, Tolstoï, Guy Debord, Ivan Illich, Lanza del Vasto, qui chacun à leur manière s'opposent en rupture d'une société qu'ils considèrent soumise à l'impératif de produire et de consommer toujours davantage. Alors, que nous apprend ce très rapide panorama? C'est que dans ce discours,
l'interdisciplinarité est perçue comme une vertu. On fait flèche de tout bois pour aller combattre l'ennemi qui est le paradigme opposé, le paradigme croissantiel. Pour autant, peut-on dire que tous ces dissidents, tous ces opposants communient à un même paradigme? C'est difficile évidemment comme question. Selon la conception très large que nous avons retenue du terme de paradigme, et qui sans doute se rapproche très fort de l'idée d'une communauté épistémique, on pense que oui, on peut évoquer ici l'idée d'un paradigme, et un paradigme que l'on qualifierait d'écologique. Ce paradigme est en effet, pour reprendre les termes de Kuhn, fondé sur des exemples communs, notamment cette métaphore, la métaphore que vous connaissez sans doute, du nénuphar, dont l'espace occupé dans les temps double chaque année. Des généralisations symboliques aussi. L'entrée dans l'ère dite de l'anthropocène, la loi de l'entropie, le principe selon lequel une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Tous ces auteurs ont également des pères spirituels communs. Ivan Illich, Nicolas Georgescu-Roegen, André Gorz, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul. Ils partagent des croyances. La croyance selon laquelle la technique ne peut pas indéfiniment différer la fin de la croissance, ce qui est en soi une croyance comme une autre. Des visions du monde, des conceptions de l'homme et aussi des valeurs, la solidarité et l'inclusion tant dans l'espace, solidarité avec les pays les moins avancés, que dans le temps, solidarité envers les générations futures. Alors on propose d'appeler ce terme, faute de mieux, d'appeler ce paradigme d'écologique, pas dans son sens trivial qui le réduirait au souci de protection de la nature, mais bien dans son acception la plus profonde, qui souligne l'enracinement de l'homme dans son habitat, la Terre, voire l'univers, en même temps que sa fragilité et sa dépendance vis-à-vis des autres formes de vie. Et pour mieux saisir la différence entre ce paradigme et le paradigme opposé, il est peut-être utile de les opposer précisément à partir d'une série de couples. Ainsi, il nous semble que, alors que le paradigme croissantiel est fondé sur une conception linéaire de l'histoire, c'est cette eschatologie du progrès économique dont on peut retracer l'origine chez Smith, le premier, le paradigme écologique, repose sur une approche cyclique. Cycle de la nature, bien sûr, nécessité du recyclage, évidemment, mais aussi cycle des générations, des sociétés humaines et de la pensée elle-même, qui autorise des emprunts à la philosophie et même aux anciens. Deuxièmement, alors que le paradigme croissantiel fait la part belle à l'abstrait et au rationnel, deux qualités que les modèles mathématiques néoclassiques partagent avec l'objet qu'ils ont construit, l'homo economicus, son concurrent écologique privilégie le concret, l'observation empirique, la multidimensionnalité de l'humain, et le raisonnable, la prudence dans l'utilisation des ressources, la modération dans l'enrichissement. Enfin, là où le paradigme croissantiel procède d'une perspective anthropocentrique, l'homme se trouve au centre de la création, qu'il a vocation à conquérir et exploiter, doublé d'un individualisme méthodologique, l'homo economicus est une monade, un invariant culturel, historique et social. Le paradigme écologique relève davantage d'un point de vue holiste, l'humain ne pouvant être pensé que dans sa relation avec son environnement social et naturel. Alors cette montée en puissance d'un paradigme concurrent a évidemment appelé des réactions de la part des tenants du paradigme dominant, des réactions qui ont parfois effectivement pris la forme de traduction avec un véritable dialogue qui s'est enclenché, mais qui le plus souvent se manifeste par de l'hostilité, hostilité qui parfois se concrétise dans des démarches d'exclusion, exclusion des économistes dissidents des revues scientifiques mainstream, marginalisation dans les universités françaises notamment, et enfin disqualification. Disqualification avec une analogie très intéressante sur le plan épistémologique avec la religion, qui est vraiment le repoussoir absolu des sciences modernes. Les économistes orthodoxes dénoncent en effet derrière ceux qui remettent en cause le paradigme dominant, je cite, des écologistes extrémistes, ou encore le club des croisés de la décroissance, ou encore donc, porteur d'une doctrine désireux de prosélytisme, s'évertuant, je cite encore, à remettre dans le droit chemin les pauvres pêcheurs consommateurs. Intéressant aussi d'entendre la critique d'un économiste marxiste, qui lui, pas fidèle à la métaphore religieuse, mais qui va voir dans tout ça une mode, un fourre-tout d'idées petites bourgeoises qui ont échoué depuis longtemps et qui n'offrent aucune perspective. Une idéologie du bien-être de la part d'une gauche désorientée qui essaye d'échapper en douce au capitalisme de crise et qui menace de devenir elle-même une ressource de la gestion de crise. Voilà pour la défense. Alors, pour terminer,
quelques mots sur les différentes hypothèses et voir comment cette espèce de récit que j'ai fait rapidement peut étayer ou illustrer ces différentes hypothèses. Je ne vais pas à chaque fois relire les hypothèses parce que sinon on prendrait trop de temps. Vous avez un petit tableau qui les reprend toutes les 6. Je me contenterai chaque fois de les commenter très rapidement. Concernant la première hypothèse, on l'a vu, je crois qu'elle est assez bien illustrée par notre exemple. Les pères de la science économique moderne sont des philosophes. Et la science économique trouve son origine dans la philosophie. Et justement, le développement d'analyse économique est consubstantiel ou s'est accompagné d'une autonomisation par rapport à cette gang philosophique originelle. La deuxième hypothèse nous semble, elle aussi, bien illustrée par l'exemple que nous avons pris, puisque le paradigme croissantiel synthétise cet héritage philosophique. Il vient de l'héritage philosophique de la science économique, et donc il est bien effectivement la mémoire de cette matrice philosophique au sein de cette science économique. Le corollaire nous paraît aussi vérifié, puisque le paradigme croissantiel domine d'autres sphères du savoir. J'ai parlé des sciences agronomiques, des sciences médicales par exemple, qui partagent le même fond philosophique, rationaliste, utilitariste, téléologique, anthropocentrique, et le même souci de s'affranchir de savoirs holistiques et d'un héritage spirituel jugé encombrant. Pour ces disciplines, comme pour les sciences économiques d'ailleurs, le paradigme croissantiel peut être un allié, parce qu'il offre le gage d'un développement littéralement infini, dès lors que non seulement on n'arrête pas le progrès, mais que l'innovation technique y est posée comme absolument centrale, seule en mesure de permettre à l'homme d'accomplir sa destinée, croître et prospérer. Troisième hypothèse, là encore, elle nous paraît vérifiée, on l'a vu, donc plusieurs champs du savoir partagent ce paradigme croissantiel. J'ajouterai ici que ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes champs du savoir laissent également la place au paradigme dissident. On peut retrouver des tenants de ce paradigme écologique dans les sciences médicales, dans les sciences agronomiques et dans d'autres sciences certainement aussi, où on revoit les mêmes couples d'opposés, abstrait et rationnel versus concret et raisonnable, linéaire versus cyclique, anthropocentrique versus holiste. Il y a des analogies intéressantes. Je ne dis pas que l'analogie est parfaite, je ne dis pas que ça marche absolument, mais il y a là manifestement un héritage commun et une racine commune à ces différentes résistances, disons, à un paradigme ou à un paradigme dominant. Quatrième hypothèse, là encore, je crois qu'elle est vérifiée. L'examen du combat opposant les paradigmes croissantiels et écologiques montre que derrière le prétendu rejet d'une discipline, c'est un paradigme dominant dans la discipline concernée qu'on entend répudier. Les économistes mainstream ne vont pas disqualifier nécessairement toutes les autres disciplines comme n'ayant rien à dire sur rien. Et à l'inverse, évidemment, le paradigme écologique, on l'a dit, ne va pas en tant que tel disqualifier le discours économique. C'est une certaine conception du discours économique qui est disqualifiée. Et ce qui est intéressant, c'est, on l'a dit, cette idée d'une présentation de cette lutte, non pas entre deux paradigmes, ou entre deux disciplines, certainement pas, mais plutôt comme une lutte entre la science et l'obscurantisme, la science et la religion. Cinquième hypothèse, alors là, elle est peut-être plus compliquée ici à vérifier pour nous, n'étant pas du tout des économistes, mais il nous semble, donc il est difficile pour nous de juger de la façon dont la science économique pourrait intégrer les acquis du paradigme écologique sans renoncer à son identité épistémologique, mais il nous semble quand même admirable que certains économistes se saisissent des problématiques environnementales avec les outils propres à leur discipline, et c'est ce que fait par exemple Jean-François Fagnard, ici même, et qui viendra parler de ses résultats la semaine prochaine. Et de même, il me semble qu'on ne peut qu'applaudir les propositions d'économistes qui essayent d'enrichir le modèle de l'homo economicus aujourd'hui, à la lumière de l'évolution des connaissances dans d'autres domaines des sciences sociales, notamment l'anthropologie ou la psychologie. Voilà, la dernière hypothèse, mais c'est finalement notre conclusion, c'est la thèse même, la première thèse vraiment de cet article, et elle signe la conclusion de cette seconde partie aussi. On a montré le caractère interdisciplinaire de la lutte entre les deux paradigmes, croissantiel et écologique, guerre qui se mène d'abord dans le champ économique, c'est clair, mais qui connaît des ramifications sur d'autres fronts, dans d'autres disciplines. Sous cet angle, les disciplines apparaissent comme autant de champs de bataille, opérant chacune selon les règles d'un jeu qui leur est propre, que chaque camp cherche sans relâche à dominer dans l'espoir, sans doute illusoire, de gagner un jour la guerre des paradis. Voilà, je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup et désolé, hein, on a dû aller un peu vite, mais voilà, c'était un long texte et surtout on voudrait quand même laisser le temps à Dominique Méda de parler et puis aussi à vous d'intervenir. Donc voilà, sans transition, je passe tout de suite la parole à Dominique Méda. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un très beau texte, un texte extrêmement riche avec deux parties bien différentes. Alors je vais commencer peut-être par une anecdote qui me permettra en même temps de vous dire 3 mots de mon itinéraire intellectuel. En 95, j'avais écrit un livre sur le travail que j'avais appelé « Le travail, une valeur en voie de disparition ». C'était une enquête qui visait à comprendre pourquoi le travail avait pris une telle place dans nos sociétés, au point qu'on ne souhaitait même plus le partager. Et ma question, évidemment, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il avait pris cette place et pourquoi est-ce que c'était vraiment l'activité humaine principale qui était considérée, et pourquoi on comptait plus que tout sur le travail pour assurer la cohésion sociale. La réponse que j'avais trouvée, c'est que c'est la seule activité humaine, le travail, qui soit comptabilisé dans le produit intérieur brut. Toutes les autres activités politiques, civiques, amicales, amoureuses, bénévoles, qui sont déterminantes pour la reproduction de la société, ne sont pas comptées dans le produit intérieur brut. Il n'y a que le travail qui soit compté, le travail pour autrui, bien sûr. Or, nos sociétés vivent les yeux absolument rivés sur le produit intérieur brut, sur la croissance du produit intérieur brut qui est censé représenter la richesse de notre société. D'où une autre enquête que j'ai eu envie de faire à partir de ce moment-là. J'en ai fait un petit livre que j'ai appelé « Qu'est-ce que la richesse ?», publié en 99. Et là, c'était une enquête pour essayer de comprendre quand même pourquoi est-ce que le produit intérieur brut et le taux de croissance du produit intérieur brut avaient pris une telle place dans nos sociétés. Comment ça s'était fait ? Qui en avait décidé? Comment ça s'était construit? Et donc, comment on avait abouti à confondre, à assimiler richesse et croissance du PIB, ce qui peut paraître un peu invraisemblable. Et finalement, progrès et croissance. Comment est-ce qu'on en est venu à assimiler progrès et croissance? Donc, finalement, je suis passée par les mêmes chemins que vous. J'ai fait un petit peu ce chemin pas de croix, mais voilà, cette généalogie, une généalogie de la notion de richesse. J'ai été, moi aussi, relire les économistes, et donc, en effet, on passe par Smith, par Malthus, par Say, par Walras, et j'avais essayé de mettre au jour donc l'anthropologie et je dirais aussi la cosmologie, c'est-à-dire la manière dont on envisage la place de l'humain dans le monde. Donc l'anthropologie et la cosmologie qui sur laquelle se fondait la représentation économique du monde. Et donc j'avais à ce moment-là attiré l'attention sur les limites du PIB et proposé d'autres indicateurs de richesse. C'est à partir de ce moment-là, 99, que j'ai commencé à travailler sur la question des indicateurs de richesse et des limites du PIB. Alors j'avais été invitée à un petit débat avec Daniel Cohen pour débattre de ces questions et de mes hypothèses. Donc avant le débat, j'avais parlé avec Daniel Cohen, je lui avais raconté mes hypothèses sur les économistes et il m'avait dit, je commence par où vous terminez, sur la disqualification, il m'avait dit mais non, écoute, tu sais très bien, l'économie a beaucoup changé, l'économie ne marche pas comme ça, toutes ces idées d'un homo economicus et d'une anthropologie qui nous amènerait à une domination de la croissance, ça ne marche pas comme ça, c'est pas ça. Et donc fermer le banc. Et d'une certaine manière, que des disciplines autres que l'économie ne viennent pas regarder, en fait, ouvrir les offices de la cuisine économique. Donc voilà, partir de votre dernier point sur un peu la disqualification, la difficulté de la critique, à la fois de la critique externe et de la critique interne. Critique externe très difficile parce que l'économie a construit des modèles dans lesquels il est très difficile de rentrer, pour ouvrir ces modèles et comprendre l'anthropologie et la cosmologie qu'il comprend, c'est extrêmement coûteux. Et puis la critique interne chez les économistes est également extrêmement peu développée. Alors il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que bon, il y a bien de l'hétérodoxie, ça sera un autre de mes points, mais quand même elle est très peu développée. D'où mon enchantement à lire j'ai employé ce terme dans le message que vous avez mis, mon enchantement à lire votre texte, qui en fait attaque les choses par un autre biais, peut-être de manière moins frontale, que ce que je l'avais fait, en mettant en cause moins les disciplines elles-mêmes que les paradigmes qui les sous-tendent, et qui met au premier plan, ça me semble très important, les conflits de paradigmes exprimés ou non au sein des disciplines elles-mêmes,
elle-même, ce qui peut permettre, vous l'avez, François, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ce qui peut permettre des alliances, des coalitions entre disciplines. Ça me paraît très intéressant, d'une grande actualité. Vous savez qu'en France, j'en dis un mot, il y a une opposition extrêmement forte, d'une très grande actualité, entre les économistes qu'on appelle orthodoxes et hétérodoxes. Et il y a une association qui s'est créée récemment, l'AFEP, l'Association française d'économie politique, dont la revendication était de créer une nouvelle section au CNU. Le CNU, c'est l'instance qui qualifie les personnes qui souhaitent devenir professeurs. Et donc, il y avait le souhait de créer une nouvelle section qui se serait appelée économie et société. Donc, qui se serait en quelque sorte retirée du paradigme dominant de l'économie standard ou néoclassique pour s'élargir, par exemple, qui serait très proche de la sociologie. Donc, l'idée, c'était de créer cette nouvelle section et de faire, comme vous dites, une coalition des disciplines autour de nouveaux paradigmes. Bon, ça a été un échec, ça n'a pas été créé, et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Alors que la section allait être créée, le prix d'I Nobel Jean Tirole a écrit une lettre qui devait rester secrète à la ministre pour lui dire que ceux qui souhaitaient la création de cette discipline étaient vraiment des mauvais économistes, un peu des ratés, quoi, et que donc fallait surtout pas créer cette section, et que l'interdisciplinarité était parfaitement assumée par l'économie standard, et donc là encore fermer le banc. Donc d'où l'importance et l'intérêt de votre texte, qui ramène à nouveau cette question-là, et qui finalement consiste à demander, à exiger que les disciplines rendent visibles les représentations du monde, les présupposés, les cadres interprétatifs sous-jacents à leur axiomatique, j'allais dire, ou leur axiomatique elle-même. Alors, je suis d'accord avec énormément de choses de ce qu'il y a dans votre texte qui brasse très large, comme le montrent les articles que je vous avais envoyés. Je suis d'accord sur la domination implicite de l'objectif de croissance dans de nombreux domaines, jamais vraiment explicité, ça c'est très clair. Je suis d'accord sur la jeunesse que vous faites et le rôle prépondérant des économistes dans celle-ci. Je suis d'accord sur la remise en cause actuelle, même si je vous trouve trop optimiste, c'est-à-dire je crois que ceux qui remettent en cause le PIB aujourd'hui restent ultra minoritaires, et ultra-minoritaires, ils sont très très vite disqualifiés, et qu'évidemment, j'y reviendrai, l'absence d'un paradigme de remplacement qui emporterait l'adhésion pèse très lourd dans tout ça. Plus la question de la dépendance de sentier, c'est-à-dire comment on fait pour changer d'institution, c'est-à-dire changer d'indicateur. Alors ça, je peux vous en parler pendant des heures. Changer d'indicateur, c'est hyper difficile. Et ensuite, renoncer à la croissance pour passer à une société post-croissance, alors ça pose des problèmes invraisemblables, notamment évidemment de tout ce qui concerne l'emploi, le revenu et toutes ces choses-là. Et puis évidemment, je suis d'accord avec vous sur la nécessité de l'interdisciplinarité, d'une réflexion sur les disciplines. J'étais très très ravie. Moi, j'avais terminé mes travaux là-dessus. J'étais ravie de voir que vous reveniez là-dessus. Alors j'ai 3 questions en fait que je voudrais regarder avec vous. La première, c'est quel est le paradigme qu'il nous faut quitter? La seconde, c'est quel est le paradigme qu'il nous faut inventer? Et la troisième, quel rôle pour les disciplines? Alors première question, quel est ce paradigme de référence qui à la fois traverse plusieurs disciplines et est devenu inadapté, donc avec lequel nous devons rompre? Est-ce que c'est la croissance du PIB, comme vous le soutenez, ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est important de le savoir, et je voudrais avancer un petit peu là-dessus. Alors, votre hypothèse, c'est que ça relève de la philosophie. Je suis assez d'accord, mais est-ce que c'est la philosophie au sens de grande organisatrice des sciences, l'arbre des sciences, ou est-ce que vous faites allusion à une vision un peu métaphysique ou principielle? Et moi, à la place de philosophie, je dirais bien, même si je suis d'accord, je dirais bien à nouveau anthropologie et cosmologie, c'est-à-dire ce qui me paraît fondamental, c'est une représentation de ce qu'est l'humain et de ce qu'est sa place dans le monde. Alors, oui, la croissance est un bon candidat, c'est vrai. Et c'est vrai que, je suis tout à fait d'accord avec votre genèse, Smith, c'est l'un des premiers qui a affirmé que la priorité pour une société, c'était d'augmenter la production. Smith dit, il faut absolument augmenter, il ne le dit pas dans ces termes, mais il faut produire le plus qu'on peut, et ensuite, l'opulence, l'abondance se répandra jusqu'aux dernières classes du peuple. Donc, cette fameuse théorie du ruissellement, et cette idée que le volume de la production, c'est ce qui importe le plus, on va la trouver tout au long des
des 2 siècles suivants. Hein. Dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, Qu'est-ce que la richesse? Moi, j'ai particulièrement étudié les principes d'économie politique de Malthus. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier chapitre qui s'intéresse à la définition de la richesse. Et ce qui est merveilleux dans ce chapitre, c'est qu'on voit l'économiste comme un démiurge qui agit et qui finit par, qui s'interroge. Il dit qu'est-ce que c'est que la richesse? Et alors, il y a eu plein de définitions qui nous ont été proposées, dit-il. Alors, il y a ceux qui donnent une définition trop restrictive, c'est du physiocrate. La richesse, ça vient que de la terre. Et puis, il y a ceux qui ont donné une définition beaucoup trop large. C'est tout ce qui peut procurer de l'utilité et de la jouissance aux humains. Il dit ça, c'est beaucoup trop large. Donc, il commence un travail de tri. Ça va, ça va pas, pour finir par dire j'appelle richesse et donne une définition. Et je trouve admirable la manière dont il met en scène l'économiste et le pouvoir démiurgique de l'économiste. Et ce qui m'intéresse aussi énormément chez Malthus, c'est qu'il montre extrêmement bien pourquoi il faut donner une certaine définition de la richesse pour en fait permettre à l'économie de devenir une science. Il dit ceci, si donc avec M. Say, nous voulons faire de l'économie politique une science positive fondée sur l'expérience et susceptible de donner des résultats précis, il faut prendre le plus grand soin d'embrasser seulement dans la définition du terme principal dont elle se sert, c'est-à-dire la richesse, les objets dont l'accroissement ou la diminution peuvent être susceptibles d'évaluation. Je trouve cette phrase merveilleuse parce que ça nous dit absolument tout. Si on veut que l'économie soit considérée comme une science exacte, alors il faut qu'on ait du tangible, qu'on puisse compter et qu'on puisse exhiber des accroissements, des quantités. Et voilà comment on va passer de cette définition, la richesse, c'est tout ce qui est utile et agréable aux hommes, à une définition extrêmement réduite de la richesse comme l'ensemble des objets matériels produits par les hommes et dont on peut compter d'une année sur l'autre l'accroissement. Ça me paraît extrêmement intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? C'est aussi ce que j'avais essayé de montrer dans ce petit bouquin, c'est qu'il y a une ligne directe entre cette représentation-là de la richesse et ce que l'invention de la comptabilité nationale va faire dans les années 40-50, à la fois aux États-Unis avec Kuznets et en France, comme l'a très bien raconté François Fourquet dans un petit bouquin qui s'appelle « Les comptes de la puissance ». Et Fourquet, lui aussi, en étudiant la manière dont se met en place la comptabilité nationale française, montre cette obsession pour la production. Il montre qu'on ne sait pas très bien ce que c'est la production et que précisément on essaye avec cette grille qu'est la comptabilité nationale, on va essayer de définir ce que c'est, mais il dit que ce qui compte en fait finalement c'est la dynamique générale de l'accroissement. C'est qu'il y ait de l'accroissement quelque part, c'est ce mouvement-là qui l'intéresse. Et il cite une très belle phrase d'un auteur qui l'a interviewé et il dit ceci: ce qui dans les années 30 scandalise Gruson et Denizet, peu importe, des gens qui ont travaillé sur la comptabilité nationale, ce n'est pas le dérèglement en soi, c'est la décroissance, c'est l'ignorance et l'impuissance à sortir de la dépression. Donc voilà, la comptabilité nationale comme outil qui va pouvoir braquer le projecteur sur l'accroissement de quelque chose et donc sur la dynamique. Donc tout ça pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec votre généalogie et avec l'importance de la croissance, mais il me semble qu'il y a 2 autres concurrents pour occuper cette place de paradigme. Il me semble qu'il y a un concurrent, je dirais, méta, c'est-à-dire un concurrent encore au-dessus, peut-être encore plus principiel et vraiment commun à plusieurs disciplines, qui plonge aussi ses racines dans l'anthropologie et la cosmologie ou la philosophie. Comment pourrait-on l'intituler? Je reviens à Smith. Chez Smith, bien sûr, l'augmentation de la production est importante, mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est ce que produit le travail et la production, c'est la civilisation. Je vais très vite. C'est le fait que plus je produis, plus les individus sont tenus ensemble, sont obligés de coopérer, un peu comme chez Durkheim plus tard, et plus finalement ils se civilisent. Et ce qui attire notre attention là-dessus, c'est le tout dernier paragraphe du premier chapitre du bouquin de Smith, hein, lorsqu'il dit qu'il y a moins de différence entre les meubles d'un prince d'Europe et ceux d'un paysan qu'entre ceux de ce dernier et d'un roi d'Afrique qui règne sur 10 000 sauvages nus et dispose en maître absolu de leur liberté et de leur vie. Hein. Voilà, c'est-à-dire que l'augmentation de la production, elle va de pair avec la civilisation. Et ça, cette idée-là, elle sera reprise après par de nombreux économistes. Je pense à Jean-Baptiste Say, qui dit que l'existence de l'homme est d'autant plus complète qu'il
consomme davantage. La consommation, ça permet d'affiner les capacités, les facultés humaines, et ça permet de passer de l'état de brute à l'état d'être civilisé. Et évidemment, tout le 19e siècle, avec sa philosophie, va être plein de ça. On pense à Hegel ou à Marx, et à cette idée qu'il faut détruire le donné naturel pour mettre à la place de l'humain, pour civiliser. Et je trouve qu'il y a un écho de ça dans la thèse de Lynn White qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, cet historien américain qui écrit un article en 67 sur les racines écologiques de la crise et qui ramène tout à la Genèse, et qui dit que si nous nous comportons de cette manière, si nous souillons notre habitat avec autant de rapidité, nous sommes les animaux qui souillons notre habitat le plus facilement, eh bien la cause en est à la Genèse, d'une certaine manière, et au fait que l'humain qui a été fait à l'image de Dieu est transcendant à la nature et donc peut se permettre, a vocation à mettre d'une certaine manière la nature en coupe réglée et à la dominer, à l'assujettir et à la civiliser. Donc voilà, ma question est, est-ce que le paradigme qu'il faut remplacer, est-ce que c'est le paradigme de la croissance ou est-ce que c'est pas l'anthropocentrisme, puisque c'est ça que White met au cœur de sa réflexion. Il nous dit que si tout va mal, c'est bien à cause de l'anthropocentrisme. Mais ce qui est très rigolo, c'est que le pape, lorsqu'il répond à Lynn White, parce qu'il lui répond dans sa dernière encyclique, il lui répond vraiment de manière évidente, hein, le pape dit que, mais non, la cause, ça n'est pas la jeunesse, ça n'est pas Dieu, c'est l'homme qui s'est mis à la place de Dieu, donc, mais c'est aussi de l'anthropocentrisme. Donc dans les deux cas, que ça soit Lynn White ou le pape, on voit que la question fondamentale, c'est l'anthropocentrisme. Donc une représentation du monde de laquelle l'humain en quelque sorte s'est arraché versus le paradigme que vous proposez, c'est-à-dire un paradigme écologique dans lequel évidemment on a une représentation du monde où l'humain est encastré dans le monde et dans la nature. Parce que quand même la sociologie à l'époque, elle ne part, et même aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'elle partage le paradigme croissantiste, alors qu'elle partage évidemment le paradigme de l'anthropocentrisme. Vous vous souvenez de l'article publié en 78 par les sociologues américains Caton et Dunlap, où ils avaient mis en évidence derrière la diversité des courants sociologiques, hein, là encore, un même postulat commun anthropocentrique, qu'ils avaient intitulé le paradigme de l'exception humaine. Voilà, donc il y aurait ce paradigme donc plus grand, hein, plus grand que le paradigme croissantien. Ou bien est-ce qu'il n'y en a pas une autre, un plus petit que le paradigme croissantien, moins étendu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il me semble que ce paradigme croissantien, j'ai pas l'impression qu'il divise les sociologues. J'ai pas l'impression non plus, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, qu'il sépare ou qu'il divise les juristes. Et finalement, j'ai pas non plus l'impression qu'il divise les économistes tant que ça. Parce que finalement, alors je regarde uniquement le cas français, mais je connais un peu le cas belge aussi, hein, je crois qu'il y a très peu d'économistes anti-croissance. Je crois qu'ils restent quand même très 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 minoritaires. Il y a des hétérodoxes pro-PIB, on les appelle pro-PIB, nous, dans notre langage. Je pense par exemple à un hétérodoxe comme Christophe Rameau. Et surtout, c'est pas autour de cette question qu'existent les plus forts clivages. En revanche, il me semble que le vrai clivage, dans toutes ces disciplines, c'est autour de la représentation de l'homo economicus et de la rationalité de l'homo economicus, de l'agent rationnel maximisateur ou encore de la théorie du choix rationnel qui est présente dans toutes les autres disciplines avec quand même l'impérialisme de l'économie et tout ça nous renvoie quand même sur l'économie à la définition de Polanyi, que j'aime beaucoup, hein, qui rappelle qu'il y a deux sens au terme d'économie. Il y a un sens formel et un sens substantiel de l'économie. Hein, il nous dit le terme économique est composé de sens distincts. Le premier sens formel provient du caractère logique de la relation des moyens aux fins, et le second sens substantif ne fait que souligner ce fait élémentaire que les hommes, tout comme les autres êtres vivants, ne peuvent vivre un certain temps sans un environnement naturel qui leur fournit leurs moyens de subsistance.
Voilà, il me semble que là, on a une véritable opposition qui vient de l'économie, mais qui concerne aussi les autres disciplines. Donc voilà ma première question. Je vais pas plus loin. Hein. Est-ce que c'est vraiment le paradigme croissantiel ou bien plutôt le paradigme anthropocentrique ou le paradigme de l'homme rationnel qui serait le plus central et avec lequel nous devrions rompre. Et je pense il y a de nombreux clivages au sein de l'économie, et je pense à un clivage très, très intéressant autour justement de l'homo economicus. Hein. Par exemple, je pense à un économiste standard, enfin néoclassique, qui s'appelle Faber, repenti et converti, qui nous dit qu'il a quitté la théorie standard à cause de l'homo economicus, de l'individu rationnel, qui sait tout, qui est parfaitement informé, etc., qui préfère un autre paradigme qu'il appelle homo politicus. Donc Faber, économiste, qui devient un économiste écologiste, dit « Moi, je veux rompre avec le paradigme de l'homo economicus et j'adopte le paradigme de l'homo politicus ». Bon, là, ça complexifie les choses parce que du coup, bien sûr, ça se rapproche de la sociologie, mais après, comment est-ce qu'on fait travailler les disciplines ensemble? Je vais y venir. Ma deuxième question est, quel que soit le paradigme à combattre, finalement, parce que je crois qu'on est d'accord sur le fond, oui, l'objectif de croissance est bien contre-productif, il est destructeur, et je suis d'accord sur le fait qu'il faut y substituer un autre paradigme écologique qui s'oppose à la centration sur l'humain et même sur les sociétés humaines. Mais de là, deux questions. Hein. Est-ce qu'il est certain qu'il faille abandonner la croissance? Et ensuite, quel contenu au paradigme suivant, au paradigme que vous appelez écologique? Alors, sur la première question, vous avez bien indiqué hein, l'ensemble des positions qu'on a. Certains disent que la croissance ne va pas revenir, mais ça, moi, ça me paraît très dangereux de dire ça, parce que si jamais elle revient, on aura l'air bête. Mais surtout, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est les gens dont je fais partie qui disent que c'est pas souhaitable qu'elle revienne, parce qu'elle est destructrice. Bon, et là, il y a évidemment quantité de débats et une très vive controverse avec les économistes. Tout le problème étant, je crois que pour mettre en évidence les pertes et les dégâts que suscite la croissance, on a déjà besoin d'une autre grille de lecture. C'est-à-dire, on a une grille de lecture aujourd'hui qui est la comptabilité nationale, qui ne nous montre que des augmentations, hein, puisque la comptabilité nationale, elle nous montre des PIB, c'est-à-dire la somme de valeur ajoutée. Bah, d'une certaine manière, c'est presque toujours positif, mais on oublie complètement, on ne voit pas les pertes parce qu'on n'a pas les outils pour les voir. C'est-à-dire, on n'a pas les outils pour voir toutes les activités humaines qui passent à la trappe, c'est-à-dire toutes ces activités humaines qui arrivent sur le marché mais qui disparaissent, les activités bénévoles, familiales, amoureuses, amicales, politiques, tout ce que vous voulez. On n'a pas les outils pour voir qu'il y a des inégalités de consommation et de production énormes, et puis surtout, on n'a pas la grille de lecture pour montrer que cette somme de valeur ajoutée, elle se paye de destruction de patrimoine. Patrimoine naturel, évidemment, mais aussi cohésion sociale. Donc on n'a pas les bons outils. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une nouvelle grille de lecture, soit une nouvelle comptabilité, soit évidemment une nouvelle représentation du monde, pour mettre en évidence les pertes, non pas de bien-être, parce que ça c'est un raisonnement d'économiste, mais pour montrer les pertes que nous avons, mais on n'a pas encore ces nouveaux instruments. Donc il faut d'abord se doter de ces nouveaux instruments pour mettre en évidence que la croissance est bien un paradigme qu'il faut abandonner. Bon, je vais très vite. Donc, finalement, je passe sur, vous savez, toute l'histoire de la croissance verte, tous ces gens qui nous disent, mais si on peut conserver la croissance, il suffit qu'elle soit verte ou qu'elle soit propre. Et donc, qui suppose qu'on va pouvoir découpler la croissance, les points de PIB et les prélèvements ou les rejets opérés sur la nature. Ce qui me paraît très important autour de ça, c'est là encore le rôle qu'ont joué les économistes là-dedans. J'en dis un mot, vous savez, les fameuses théories de Solow, par exemple, qui représentent, qui pensent, je vais résumer vraiment très simplement, hein, qui pensent que tout est substituable et donc d'une certaine manière, le génie humain est tel qu'on pourra toujours
inventer, fabriquer un capital artificiel qui permettra de remplacer le capital naturel. Donc finalement, les économistes nous disent, mais détachez-vous de cet attachement romantique à la nature, à la réalité physique, à tout ce qui nous donne des plaisirs physiques, sensuels, esthétiques. Laissez ça tomber, vous aurez les mêmes doses de satisfaction, les mêmes doses de bien-être avec un capital complètement artificiel. Donc les économistes nous emmènent avec cette déréalisation folle qui existe depuis Walras et depuis Jean-Baptiste Say, il nous emmène dans cette voie-là, qui est une voie évidemment extrêmement dangereuse. Donc ce paradigme que moi j'appelle post-croissantiste, ce paradigme que vous appelez écologique, sur quoi faudrait-il le centrer? Eh bien, j'en reviens à Polanyi. Il me semble qu'il faudrait le centrer sur le sens le plus simple de l'économie, le sens substantif de Polanyi, lorsqu'il nous dit que l'économie, c'est ce processus institutionnalisé qui met l'accent sur ce que la production fait à la nature et sur la manière dont nos actions peuvent être plus ou moins favorables à la protection de la nature. Alors je passe maintenant à mon troisième point, beaucoup plus court, et j'en termine. Quel est le contenu de ce paradigme d'après? Est-ce que c'est la décroissance? Est-ce que c'est la post-croissance? Moi, il me semble qu'il vaut mieux parler de post-croissance, parce que décroissance, ça reste dans le paradigme du PIB, ça veut dire qu'on aurait un PIB moins gros. Et moi, je crois qu'il faut vraiment se situer après tout cela, au-delà du produit intérieur brut, et que ce que nous avons à faire, donc, c'est à regarder à la fois la satisfaction des besoins humains et les doses de bien-être, on pourrait dire, dont peuvent bénéficier les humains, ce que fait en général l'économie, mais le tout sous contrainte du respect des évolutions du patrimoine naturel et de la cohésion sociale. Alors, ma troisième et dernière question, c'est qu'ont donc à faire les disciplines dans ces changements? En quoi est-ce qu'elles peuvent nous aider et comment vont-elles se transformer? Il me semble que la question fondamentale, c'est la capacité de ces disciplines maintenant à se focaliser à la fois sur les satisfactions des individus, ce que l'économie appelle le bien-être, donc sur les individus, mais aussi sur tout le reste de la nature, et à se focaliser aussi sur les interactions entre les humains et la nature. Donc il faudrait que ces disciplines soient capables de nous donner en quelque sorte des photographies des évolutions relatives de la nature et des humains, donc elles nous permettent de décentrer le point de vue. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit capable d'avoir à la fois sous les yeux, avec ces différentes disciplines, les évolutions physiques, biologiques, écosystémiques d'un côté, mais aussi des satisfactions des besoins humains de l'autre. Alors, est-ce que c'est une seule discipline, une nouvelle discipline, par exemple, qui doit faire cela, une discipline qui changerait complètement son axiomatique par rapport aux disciplines existantes, qui aurait donc un nouvel objet, les interactions humain-nature, et une nouvelle axiomatique? Alors la question, c'est de savoir dans quel langage serait écrite cette description. Notre comptabilité nationale, elle parle dans un langage en unité monétaire et en prix. Dans quel langage est-ce que nous devons écrire cette description? Il me semble qu'on ne peut pas l'écrire en unité monétaire, mais que c'est difficile de ne parler qu'en unité physique. On pourrait peut-être parler en énergie, mais on ne peut pas non plus tout faire avec l'énergie. Donc il me semble que l'idée d'une seule discipline est un peu folle et qu'au contraire, il faut garder l'idée de pluralité des disciplines, mais qu'il faut sans doute les inciter à changer leur axiomatique de base. Et quand je dis axiomatique, c'est à changer leur anthropologie de référence et leur cosmologie de référence, que vous appelez, vous, leur philosophie de référence. Mais il faut que, du coup, ces axiomatiques de base étant changées, eh bien, ces disciplines puissent parler les unes avec les autres et qu'on puisse avoir, c'est, je sais, une de vos idées principales également, un mécanisme de traduction entre les différentes représentations, c'est-à-dire entre une nature et un humain écrit en termes physiques,
par exemple l'empreinte écologique, et des évolutions écrites en termes économiques avec le PIB. Le PIB n'étant plus là-dedans, le PIB ou d'autres indicateurs, qu'une toute petite partie dans un ensemble beaucoup plus vaste écrit en une autre langue. Voilà. Donc ça supposerait que les disciplines revoient radicalement leur axiomatique. Ça supposerait que, par exemple, pour la discipline économique, eh bien, qu'on suive Faber, c'est-à-dire que l'économie accepte de revoir ses postulats de base, son homo economicus, pour peut-être mettre à la place cet homo politicus dont il nous parle. Et alors, vous voyez qu'après, faudrait voir du coup cette économie qui se réfère à une anthropologie beaucoup plus holiste. Quelles sont ses différences avec la sociologie? Je pense qu'elle continuerait à avoir des méthodologies et des objectifs différents, ces deux sciences, mais que du coup, elles pourraient vraiment communiquer, elles pourraient vraiment se parler parce qu'elles auraient des axiomatiques susceptibles de se reconnaître l'une l'autre, en quelque sorte. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'aurais bien voulu parler du rapport d'un Belge que j'ai beaucoup apprécié, Tom, je me trompe toujours en disant son nom. Oui, voilà, qui avait écrit un rapport qui m'avait beaucoup plu sur l'interdisciplinarité et la manière pour les sciences de communiquer. Mais voilà, je m'arrête là-dessus, sur cette question d'anthropologie, et puis ça nous ouvre par exemple aux travaux de Descola, la manière dont Descola nous présente une nouvelle matrice où le naturalisme n'est qu'une des parties, me semble très, très intéressante pour toutes nos différentes disciplines. Merci beaucoup. On se demandait si, d'abord, Antoine et moi, nous allons, en notre nom à tous, remercier Madame Méda pour cet exercice extrêmement fécond, qui est une sorte de modèle de dialogue coopératif et qui nous donnera certainement plein d'idées. On se demandait, dès lors qu'on achève à 15 heures, si nous allions répondre ou plutôt se tourner vers la salle. Je ne sais pas, j'aurais plutôt l'impression, pour ne pas vous frustrer, que ce serait mieux d'ouvrir la salle. Je pense que en très gros, nous sommes d'accord. J'aurais des choses à dire sur l'anthropocentrisme et l'homme rationnel, les deux paradigmes plus grands, plus petits. Mais ce ne serait pas vraiment des oppositions, on serait plutôt montrer des ponts et des questions comme ça. Dans mon livre sur la nature hors la loi, en 89, j'avais déjà opposé une nature objet, une nature projet et une nature sujet. Et voilà, je crois que ça allait fort dans votre sens. Donc, je ne sais pas, sauf si Antoine souhaite tout de suite dire quelque chose. Peut-être qu'on peut donner la parole à la salle. Si ce n'est simplement